Hélène. Bonjour Pierre. Ça va bien? Très bien. Ouais, c'est un plaisir de vous retrouver. Ah ben moi également, la nature. Oui, 40 degrés, mais c'est très bien, on s'adapte. Hein, on s'adapte. C'est l'adaptation à fond là. Mais c'est un plaisir de vous retrouver après cette première vidéo qu'on s'était faite, mais les deux premières vidéos qu'on avait faites précédemment, ça a pas mal interpellé les gens, hein, c'est vrai, puisque oui, il y a eu pas mal de questions. Et dans le monde de la santé, la complémentation, c'est quelque chose qui est très d'actualité et souvent débattu. Et bon, il y a tout et son contraire, il y a beaucoup d'idées qui s'entrechoquent. Et nous, on arrive vraiment avec une philosophie de pédagogie avant tout. Oui, parce qu'il y a des clés à comprendre. Voilà, on veut juste vous expliquer, par exemple, comme aujourd'hui, comment lire une étiquette, mais aussi les intérêts du curcuma, mais aussi les intérêts du magnésium. Que vous ayez toutes les clés pour comprendre les intérêts d'une démarche et les pièges à éviter. Tout à fait. Donc, dans cette perspective uniquement de pédagogie, j'ai la joie de recevoir, et j'espère que vous êtes heureux vous aussi. Moi, elle est partagée. Voilà. Merci beaucoup Pierre de me donner l'occasion d'expliquer un petit peu toutes ces clés. Ouais. Car un complément alimentaire, le plus important, ce n'est pas ce qui est sur la face principale, ce sont toutes les petites lignes qui se trouvent derrière. Ouais. Voilà. Qu'est-ce que c'est ces petites lignes? Parce que on a parlé la dernière fois de la différence entre origine naturelle des choses et de synthèse. Voilà. Alors, on va prendre des vitamines, par exemple. Vous achetez un produit avec des vitamines, que ce soit des vitamines B ou autres. Vous avez d'un côté une liste d'ingrédients. Voyez par ordre décroissant, sachant que le premier, c'est le plus important ingrédient de la formule. D'accord, le premier qui apparaît, c'est celui qui est en Voilà. Alors, quand vous voyez O, virgule, voilà, donc c'est le premier ingrédient. Et au fur et à mesure que vous lisez cette liste d'ingrédients, ce sont des quantités dégressives. D'accord. Ensuite, il y a une partie où il y a écrit composition analytique. La composition analytique, c'est la quantité de vitamines qu'apporte le produit, une dose journalière. Si dans le mode d'emploi est indiqué qu'il faut prendre 1 comprimé à 2 comprimés par jour, vous allez avoir 2 petites colonnes pour 1 comprimé ou pour 2 comprimés, la quantité de vitamines. Mais ça ne vous renseigne pas du tout sur l'origine de cette vitamine. Est-ce qu'elle est de synthèse ou est-ce qu'elle est naturelle? Ça, vous allez le lire dans la liste des ingrédients. Si vous avez des produits chez vous, prenez un produit et essayez de suivre un petit peu cette lecture à 2 niveaux. Parce qu'il y a, alors donc on a composition d'un côté et liste d'ingrédients à l'autre. Voilà. Composition analytique, ce sont les nutriments qui sont apportés par les ingrédients. Mais c'est dans la liste des ingrédients que vous voyez si l'origine naturelle est spécifiée ou pas. C'est ça. Donc là, on est encore vraiment dans toujours le même débat qualité versus quantité. Tout à fait. Donc, composition, c'est-à-dire on va être vraiment sur la quantité, tant de vitamines, aux doses journalières, etc. Oui. Et ça, finalement, c'est le moins important. Oui. Il faut aller vraiment voir dans le qualitatif. Voilà. Et le qualitatif, c'est la recette. C'est ce que l'on a mis en œuvre pour fabriquer ce produit. Donc le premier, le plus important, si vous voyez que c'est un excipient en premier ingrédient, ou que c'est de l'eau, ou que c'est de la glycérine, voilà, donc c'est pas le premier ingrédient, vous allez ingurgiter parfois plus d'ingrédients additifs que la vitamine elle-même. Et puis après, si vous voyez dans la liste des ingrédients, par exemple, acide folique, ça pousse où dans la nature tout seul, isolé, l'acide folique? Non. S'il est indiqué extrait d'une plante naturellement riche à X% de vitamine B9, alors c'est l'ingrédient qui est naturel qui vous fournit cette vitamine. D'accord? Donc, quand vous voyez dans la liste d'ingrédients acide folique, virgule, acide ascorbique, virgule, ça, ce sont des leurres. Ce sont des copies de vitamines qui sont faites soit par synthèse totale, c'est un produit chimique de synthèse, soit ce sont des vitamines qui sont issues de fermentation sur des substrats, c'est-à-dire sur des bases dans lesquelles on a rajouté dans soit les eaux de culture pour la spiruline, ou soit dans les levures, un substrat, du sélénium par exemple, on va mettre du sélénium, il y a écrit levure enrichie en sélénium, mais en sélénium qui provient d'où? De la noix du Brésil, de telle ou telle source. Si ce n'est pas précisé, c'est que c'est un ingrédient synthétique, vous n'avalez pas un produit naturel. D'accord, alors on entend tout de suite les remarques qu'on a eues déjà la dernière fois, c'est « Ah oui, mais d'accord, mais de toute façon, tout est chimique. C'est la même molécule, donc ça va avoir le même effet sur le corps. » Et là, vous arrivez et vous dites « Non, ça n'a pas du tout le même... » Et j'aime beaucoup votre démonstration autour de la vitamine B9. Tout à fait. Voilà. Donc, par exemple, eh bien, oui, tout est chimique. La chimie de la vie, la chimie et la biochimie, c'est chimie de la vie, bio, c'est la vie. C'est
l'art d'identifier toute la construction des molécules qui s'articulent entre elles. Elles ne sont jamais lâchées toutes seules comme ça dans la nature. Quand on l'a fait, on la reproduit chimiquement, il manque des liaisons, il manque des connexions avec leurs petites sœurs, avec leurs cofacteurs, et c'est ces manques-là qui font qu'elles ne sont pas exactement les mêmes. L'exemple de la vitamine B9, on peut très bien même mettre en incrustation ou autre la photo de la molécule de l'acide folique et une photo de folate naturel, c'est-à-dire les vitamines B9 naturelles. Eh bien, il y a des petites différences. C'est le jeu des 7 erreurs. Quand vous regardez les deux molécules, il y a une liaison, excusez-moi du terme technique, CH3. C'est une liaison qui permet effectivement d'avoir un groupe méthyle. Oui, c'est un groupe méthyle, CH3. D'accord ? CH3, c'est un groupe méthyle et qui va permettre que votre foie va pouvoir utiliser cette vitamine, va pouvoir la présenter à vos cellules et la cellule, elle va l'assimiler. Si vous donnez une copie chimique de synthèse de cette molécule sans ce petit groupement CH3, eh bien ça peut aller très loin. C'est que non seulement elle n'est pas bien assimilée, mais que plus gênant, cette vitamine peut aller endommager la serrure de la cellule et qui ne va ensuite plus être capable d'ouvrir ses portes aux vraies vitamines B, ne serait-ce que de l'alimentation. Moi j'aimais beaucoup cette image de clé de serrure que vous m'avez expliqué la dernière fois, parce que c'était exactement ça. Si on a une serrure qui, donc par exemple les portes de la cellule, la double membrane par exemple, on imagine bien une serrure qu'on a chez nous, à la porte d'entrée, et qu'on met la mauvaise clé dedans. Et on crochette. Elle ressemble un peu, mais c'est pas exactement la même. Non, et on force. À force d'y aller, évidemment, on va abîmer la serrure. Voilà. C'est exactement la même chose avec ce gène qui, en l'occurrence, s'appelle le gène méthyltétrahydrofolate réductase, excusez-moi, MTHFR pour les intimes. Ce gène, lorsqu'il a été endommagé par trop d'utilisation de fausses vitamines B9 incomplètes, eh bien, peut varier. Ça s'appelle la variation. C'est là où on retrouve le territoire de recherche de la nutrigénomique. Et quand ce gène a muté, eh bien, on observe aujourd'hui que toute une partie de la population a le gène de la vitamine B9 varié. Et à cause de cela, il y a des conséquences de dysfonctionnement cellulaire. Notamment la fertilité. Et dans la fertilité, dans le cycle dans la menstruation chez la femme, dans les niveaux d'homocystéine, qui est un facteur qui épaissit le sang et qui dépend de cette méthylation hépatique. Et cette méthylation hépatique dépend justement des apports de ces groupes méthyles. Et on peut les avoir qu'avec des vitamines B naturelles. Donc là, quand on lit une liste d'ingrédients, si cette vitamine B vient de la goyave ou vient d'agrumes, de citron, comme on le fait avec Ultra Vegan B, on a des extraits de goyave, de citron, de basilic sacré, de sarrasin. Là, il y a tous les groupes méthyles. Et on a des méthyl B9, des méthylfolates. Et il y a des méthyl B12, parce que tout cela fonctionne ensemble. Donc, quand on lit une liste d'ingrédients, il doit ne pas être indiqué vitamine X, il doit être marqué la source végétale, graines germées de sarrasin, source de vitamines. Et c'est là toute la différence qui vous permettra de reconnaître sur le produit que vous avez acheté si c'est une vitamine naturelle ou une vitamine de synthèse. Super. Donc ça, c'est un exemple. C'est un exemple pour une vitamine, mais c'est ainsi pour la plupart des nutriments. Et c'est terrible de voir que dans ce monde, on a toujours l'impression que tout se vaut, tout est... et voilà, non, il faut aller chercher dans les détails. Par la compréhension, on comprend bien que, si je suis un praticien de musculation et je prends des protéines en poudre qui sont enrichies en vitamine B de synthèse... Tout à fait, ces gros pots là, oui. On essaye de vous vendre sur la publicité vitamine B enrichie, vous dit, c'est bien, c'est enrichi. Non. La physiologie ne fonctionne pas comme ça. J'espère que vous avez tous bien ça en tête comme philosophie. C'est toujours le tout qui est supérieur à la somme des parties. Tout à fait. On voit bien que là, on n'est pas un amas de cellules et un amas de choses, ni un amas de vitamines. On est la résultante des interactions entre les différents composants vivants. Tout à fait vivants et en équilibre les uns avec les autres. On a la prétention, nous humains, de penser qu'on va copier la nature, sauf qu'on la copie de façon très imparfaite, on n'arrive pas à l'égaler. Parce que quand on apporte ou on découvre qu'une vitamine a un rôle, mais on oublie les rôles à côté des équilibreurs que sont les autres vitamines. Et dans le cycle de Krebs, justement, puisque vous parlez de l'équilibre des protéines et du métabolisme protéique, on a besoin de proportions équilibrées entre les vitamines B pour que ces acides aminés soient bien transformés. Et il suffit qu'une seule de ces serrures
ne soit pas alimenté avec la bonne clé, c'est l'ensemble des clés qui n'activent pas les serrures. C'est ça. Voilà, donc la liste des ingrédients est fondamentale dans un complément alimentaire. Donc cet exemple de la vitamine B9 a été, je pense qu'elle justifie la pertinence de la philosophie qu'on partage tous les deux, et j'espère que vous partagez tous aussi. Et donc ça nous encourage à essayer de délimiter un petit peu dans cette vidéo, on a appelé ça « Comment lire une étiquette ». Quels sont les termes, en tout cas, qu'il faut vraiment fuir ou bannir quand on regarde une étiquette, on se dit non, ça c'est pas possible, je n'achèterai jamais, je mettrai jamais ça dans ma bouche. Il y a d'abord les additifs de synthèse. Tout à fait. Les additifs de synthèse sont ceux vraiment à proscrire. D'ailleurs, il va y avoir une interdiction, enfin je dirais, après des décennies où on a été lanceur d'alerte sur le dioxyde de titane, qui est une nanoparticule colorante, qui est utilisée simplement pour la coloration des enveloppes de certains compléments. D'accord, donc ça c'est le E171. De toute façon, tous les E170 de la série 170 sont des colorants. Ils n'ont aucune vertu autre que des vertus d'aspect. Or, aujourd'hui, il y a suffisamment d'études qui démontrent le risque, les risques neurotoxiques, notamment du dioxyde de titane, et qui est présent toujours dans la chaîne alimentaire, dans un certain nombre de médicaments aussi pour colorer les tuniques. Et aujourd'hui, il va être retiré de la chaîne alimentaire. En France, ce n'est pas le cas partout, ce qui fait que quand vous avez des produits d'importation, il faut faire attention que soit E171 soit pas présent, mais il y en a un tas d'autres. C'est-à-dire que des nanoparticules qui sont aujourd'hui mises sur la sellette, vous avez le dioxyde de silicium, où vous trouvez silice toute seule dans la liste des ingrédients, si ce n'est pas précisé, silice extrait de bambou, ou silice extraite de prêle ou d'autres plantes, et que la silice est mentionnée toute seule entre deux virgules dans la liste des ingrédients, c'est très probablement du E551, qui est un dioxyde de silicium, et qui est pratiquement sur tout le marché, parce qu'il y a un leadership mondial sur les fournisseurs de cet ingrédient, une nanoparticule qui est controversée. Et c'est pareil pour oxyde de zinc, oxyde de fer. Quand vous voyez ce type de mots dans les listes d'ingrédients, un, c'est de synthèse, et deux, c'est vraisemblablement de structure nanoparticulaire. Ça veut dire quoi, nanoparticulaire? C'est 50 000 fois plus petit que l'épaisseur d'un cheveu, c'est-à-dire que ça passe toutes les barrières de l'organisme, et ça peut passer même la barrière protectrice du cerveau, et faire retrouver des additifs qui finissent dans le cerveau alors qu'ils n'ont rien à y faire. Alors ça, c'est déjà une série d'ingrédients sur lesquels il faut être très vigilant. Ensuite, vous avez tout ce qui est liposomal. Alors c'est joli, liposomal, on vous a présenté l'intérêt des vitamines liposomales, des plantes liposomales, des liposomes, des micelles, même des eaux micellaires qu'on trouve sur le marché en cosmétique. Eh bien en fait, c'est quoi? Ce sont des nanoparticules qui sont enfermées dans un tensioactif et pris dans une petite gouttelette de graisse. Alors que ceci étant, une vitamine C, c'est une vitamine hydrosoluble, elle a très peu à faire avec une phase lipidique. Bon, alors en fait, ils ont essayé de faire passer quelque chose qui était peu biodisponible en l'entourant d'une gouttelette, mais qui, pour la faire prendre et rester prisonnière de cette gouttelette pour entrer dans l'organisme, pour feinter les barrières cellulaires, utilise du liquide vaisselle en fait. Excusez-moi, mais c'est le tensioactif qu'on trouve dans le liquide vaisselle. Ça s'appelle le polysorbate 80. Alors vous avez du polysorbate 20 aussi. 20, ça veut dire 20% de polyoxyéthylène-glycol, et 80 aussi, 80%. Ce qui fait que vous finissez par avaler un complément alimentaire qui a 80% de polyoxyéthylène-glycol, et puis qui va avoir une pincée de plantes, histoire de mettre en gros sur la phase principale que vous avez, la curcumine liposomale. Mais les gens n'ont pas conscience qu'ils avalent du liquide vaisselle, en gros. Voilà. Donc ça, il faut être très vigilant quand vous lisez la liste des ingrédients. Cherchez ce mot-clé-là. Attention à éviter, enfin, selon moi. Les sucrosomes, j'ai vu ça aussi. Eh bien, c'est exactement la même chose qu'un liposome, mais c'est constitué, on reconstitue en fait une petite gouttelette, mais de doses de sucre, mais qui sont pris, ce sont des cyclodextrines, qui sont structurées en gamma-cyclodextrine. Il faut savoir qu'avant 2008, ce n'était pas autorisé comme additif de libre vente dans les produits alimentaires. Ça a été libéré au sein des nouvelles listes d'ingrédients qui ont été autorisées par l'harmonisation européenne. Mais aujourd'hui, ils sont controversés un petit peu de la même façon que le polyoxyéthylène-glycol. Donc pour moi, ça s'éloigne très loin de la naturopathie. On retombe dans les travers de la chimie de synthèse que les naturopathes ont voulu fuir, et en fait, la chimie de synthèse est en train de comprendre
que les gens se tournant vers des plantes et des compléments alimentaires, eh ben on va essayer de fourguer finalement, excusez-moi l'expression, mais ces substances qui n'ont rien de naturopathique pour moi, qui ne sont pas de l'extrait de plante. Donc faites très attention à ces terminologies-là. Super. Bon, j'espère que vous avez compris. Oui, Jean-Louis. Plus les erreurs, ouais, c'est clair. Non, c'est vous aujourd'hui. Les conservateurs, maintenant. Ah oui, alors les conservateurs. Alors, E211 et oui, alors on a 515. les benzoates de sodium, voilà, donc tout ce qui est sorbate de potassium, etc. Inévitablement, quand vous avez des compléments alimentaires liquides, dès lors qu'on vous dilue un tout petit peu de plante dans une ampoule ou dans une grande bouteille, on est obligé de mettre des conservateurs, sauf s'il n'y a pas d'eau dans le produit. D'accord. Dès qu'il y a de l'eau, il y a des risques, effectivement, qu'il y ait des développements bactériologiques qui font que, malheureusement, le produit ne peut pas se conserver trop longtemps, il faudrait le consommer dès qu'il est fait. Donc, les industriels vont avoir recours dans les produits liquides à des conservateurs. Alors, les huiles essentielles ont été tentées, mais elles ne sont pas suffisamment conservatrices trop longtemps. Et donc, beaucoup de fabricants utilisent des conservateurs de synthèse. Et ce n'est pas parce qu'un produit est bio qu'il est exempt de conservateurs de synthèse. Bio ne voulant pas dire naturel. Donc les conservateurs, les colorants, les tensioactifs, alors les solvants d'extraction. Oui, quand vous voyez un extrait de plante ou de curcuma ou autre, c'est important de regarder s'il est garanti sans solvant de synthèse et que le site du fabricant s'engage à l'exclusion des solvants de synthèse. Et il doit pouvoir fournir des bulletins d'analyse montrant qu'il n'y a pas de solvant de synthèse. Parce qu'aujourd'hui, il y a 8 solvants qui sont autorisés pour faire l'extraction de plantes, que ce soit de la feuille d'olivier, que ce soit du curcuma ou autre. On peut extraire des plantes à l'acétone, à l'éthylacétate, à différents solvants. Il y en a 2 qui sont naturels, c'est l'eau et l'alcool de bouche, l'éthanol pur. Sauf que ça coûte beaucoup plus cher. Acheter 1 litre d'alcool pur, d'origine végétale, et acheter 1 litre d'acétone, vous ne le payez pas le même prix. D'accord. D'accord ? C'est ce qui peut expliquer des variations de prix sur les produits qui sont sur le marché. Quand vous voyez 2 curcuma, s'il y en a un qui garantit sur étiquette, pas seulement sur son site, que le produit est sans solvant de synthèse, ça veut dire qu'il a été extrait à partir, par exemple, de 30 kg de plantes pour obtenir 1 kg de concentrat. Et ce concentré-là, a été obtenu s'il est garanti sans solvant de synthèse, sans acétone. Parce qu'aujourd'hui, la réglementation européenne autorise jusqu'à un certain niveau de traces, de résidus d'acétone dans les extraits de plantes. Donc c'est très important entre 2 produits, savoir choisir. Donc nous, chez Holistica, on garantit absolument l'exclusion de tout solvant de synthèse dans nos extraits de plantes. Génial. Voilà. Alors, parlons un petit peu des méthodes d'extraction. Quelle méthode serait à privilégier si on doit lire une étiquette? Comment s'y retrouver? Alors, ça dépend. Dans les méthodes d'extraction, moi, je suis assez favorable aux extractions totales. C'est-à-dire, on peut passer plusieurs fois l'eau ou à différentes températures, comme on le fait avec le shiitake. Avec différentes températures, on arrive à extraire ce qu'on appelle un totum, c'est-à-dire l'ensemble des principes nutritionnels du shiitake ou de telle autre plante. Donc, en fait, on l'extrait à l'eau avec des températures différentes. Après, il y a des temps d'extraction, des temps de macération, des temps de décoction. La différence, vous savez, entre une extraction à l'eau, c'est tout simplement une infusion. Quand vous faites... on fait à la maison. On fait à la maison, on en fait tous les jours. On fait des infusions, on fait une extraction à l'eau. C'est une infusion, on fait bouillir de l'eau, on l'arrête, on place la plante. En général, une infusion, ce sont pour les feuilles, pour les sommités fleuries, qui sont légères et faciles pour en extraire les principes. Et là, on a une infusion. On laisse 5 minutes, 10 minutes, ça dépend les plantes. Et puis, quand on a des substances plus solides, comme des racines, des rhizomes, par exemple du curcuma, là, on doit faire une décoction. C'est-à-dire que l'ébullition est maintenue jusqu'à effectivement un certain temps pour ne pas dégrader les composants, mais qu'ils viennent. Parce que s'ils ne sont pas extraits des fibres, votre poudre de curcuma, elle servira à pas grand-chose. Donc il y a des temps d'infusion, de décoction qui sont des méthodes d'extraction. Après, vous avez d'autres extractions qui sont faites avec ces solvants, ceux que je ne veux pas utiliser. Et donc sur une étiquette, on verrait écrit extrait. C'est pas marqué, c'est pas précisé. Il faut, alors ceux qui ne mettent pas de solvant garantissent sur leur site, garantissent sur leur étiquette l'absence de solvant de synthèse. Alors c'est autorisé par la réglementation à être dit sur l'étiquette quand
ces solvants de synthèse par ailleurs sont autorisés. C'est-à-dire que sur un produit qui est juste une poudre de sarrasin, par exemple, on n'a pas le droit de dire sans solvant puisqu'il n'y a pas eu d'extraction. D'accord ? C'est la réglementation. Donc, quand les produits sont en poudre, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous prenez la plante, vous prenez une graine germée, là, il ne faut pas chauffer, parce que sinon, vous dégradez les vitamines. Donc là, la poudre est faite en l'état sur la plante fraîche. Vous récupérez directement le produit, vous avez sa teneur vitaminique. Mais là, il n'y a pas d'extraction, c'est le produit total. D'accord ? Et après, il y a d'autres principes d'extraction. Il y a des extractions supercritiques. Alors là, ce sont des grandes machines qui sont utilisées avec du CO2, mais malheureusement, dans le process, on peut utiliser de l'ammoniac. Donc l'extraction supercritique, qui est souvent présentée par certains opérateurs comme la dernière technologie, moi je l'ai creusé un petit peu. Malheureusement, c'est un peu trop technologique et pour moi, ça s'écarte un peu trop de la vraie phyto et nutrition naturelle compatible avec la naturopathie. Voilà. Et après, il y a la quantité de plantes qui est mise en œuvre. C'est ça. Parce que je vous mets une feuille ou une feuille de basilic, quoi. Dans 1 litre de glycérine, où vous avez tous ces macérats glycérinés et les bourgeons. Vous mettez un bourgeon dans 1 litre de glycérine et c'est un macérat glycériné de cassis, hein. Sauf que certains opérateurs vont prétendre que cet extrait-là donne des résultats extraordinaires, sauf qu'il n'y a pas la concentration en actif suffisante pour que cet extrait puisse avoir les effets que la littérature scientifique décrit. Donc il faut toujours regarder sur le complément alimentaire combien de plantes a été mise en œuvre pour une dose journalière recommandée. Comment ça se lit ça sur une Ça se lit dans la partie composition. D'accord. Donc composition analytique, vous allez voir quantité par dose journalière, une goutte, une gélule, une dosette, un comprimé. Il y a 400 mg ou 300 mg d'extrait. Mais cet extrait, il a été fait avec combien de plantes d'origine ? Mais ça, c'est pas écrit généralement. Si, on doit marquer la quantité de plantes mises en œuvre. Ce qui fait que vous avez une ligne supplémentaire qui vous précise quantité de plantes mises en œuvre. Par exemple, de l'upérine pour le curcuma. Pour 600 mg de curcumine par jour, on a plus de 20 g de curcuma mis en œuvre sec qui correspond à 200 g de curcuma frais. Alors évidemment, là, on a les teneurs requises pour avoir les allégations que l'Europe, effectivement, propose. Sauf que certains ne précisent pas ces quantités-là et utilisent quand même l'allégation. Donc, la quantité, l'origine, le process d'extraction, tout ça est important dans un complément alimentaire. Génial. Voilà, pour lire les choses principales. Alors, il y a d'autres petits points à lire. Par exemple Où est le siège social de la société qui vous vend le produit ? Ouais, c'est intéressant ça. Une chose très importante, si vous commencez à avoir un paradis fiscal ou des gens qui sont basés à Tombouctou, enfin j'ai rien contre Tombouctou, pardon. Non, c'est une expression. C'est une expression, mais des compagnies qui sont basées dans des endroits où effectivement les contrôles sont peut-être moins approfondis que nous avons pour les produits made in France. Mais quand vous voyez des adresses ou certains sites internet qui vous vendent ça à l'étranger avec un siège social en Suisse, puis à Guernesey pour le site de paiement. Et quand vous avez une problématique, effectivement, après à aller revendiquer pour récupérer des informations ou bien avoir peut-être une mauvaise réaction sur un produit, vous n'arrivez pas à toucher les opérateurs. Donc, il faut que ça soit, si possible, bon, alors il y a des francophones qui doivent nous visionner aussi au Canada, eh bien, il faut qu'il y ait une adresse du Canada qui soit présente, même si c'est fabriqué en France, qu'on ait pignon sur rue dans le pays pour pouvoir vérifier que le produit, il y a un contact possible. Oui, rendre des comptes. Voilà. Et puis bon, quand on est en France, si possible, une adresse française. On est dans la proximité, hein, dans le vérisme. Essayer de chercher la proximité, donc des compagnies françaises. Ben oui. Voilà. Je pense que toute cette démarche-là, elle s'inscrit toujours dans la philosophie qu'on essaye de transmettre ici, c'est considérer son corps comme un temple sacré. Je rentre pas dans une église, je rentre pas dans une cathédrale avec des souliers plein de boue. Je fais pas du bruit, etc. Mon corps, c'est pareil. Je m'intéresse et je sais que ça peut prendre du temps et de faire les recherches, de savoir, bon alors, ce complément alimentaire, qui le fabrique, où est-ce qu'ils sont basés, pourquoi, comment. Ça prend du temps, mais c'est vis-à-vis de votre propre santé, là. Donc, c'est normal que ça prenne du temps. C'est normal que vous y accordez de l'importance. Il faut le faire, ce job. Moi, j'ai pu le faire avec Holistica et je me rends compte que, voilà, vous checkez toutes les cases, quoi. Donc, oui, après, ce sont des réflexes. Je suis content de proposer ça sur la chaîne, mais surtout de faire toute cette pédagogie sur l'étiquette. Oui. Alors, au moins, après, maintenant, on est plus ou moins autonome dans les rayonnages ou en pharmacie, en magasin bio, peu importe, on sait les pièges à éviter. Voilà, les pièges à éviter, les grandes clés de ce qu'il faut lire. Et puis ça vient assez rapidement, on tourne le produit en général et puis on regarde toc, 3 points. Vert. Voilà.
Voilà. D'accord. Voilà. Super Yann, bah, c'était un plaisir. Merci beaucoup Pierre pour m'avoir permis de parler sur ce thème. Une bonne nouvelle vidéo prochainement. Oui, volontiers. Voilà, et n'hésitez pas à faire des commentaires, je suis là aussi pour répondre dès que je peux. C'est gentil. Super, merci, à bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.